Cette activité humaine est bien sûr responsable de la façon dont le système Terre se détraque par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps, Mais cette sortie des gonds du système Terre, aujourd'hui, est autonome et exponentielle. Quand même qu'on se terrerait tous aujourd'hui à manger de la luzerne et avoir une empreinte écologique à peu près nulle, ça continuerait de lui-même parce que le processus est enclenché. Je me fais un peu l'avocat du diable, oui, du diable. Est-ce que tu penses pas que si on était en 1928, par exemple, avant la crise de 29, les observateurs de l'époque ou les philosophes comme toi à l'époque auraient pu dire ce qu'on est en train de vivre est inouï, ou si on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on était aussi face à une forme d'inouï. Pourquoi cet inouï-là que nous vivons aujourd'hui est plus inouï ou l'est-il que les autres inouïs? Mais il est vrai que dans tout événement, il y a de l'inouï. Il y a toujours quelque chose de singulier à un événement. Il y a toujours quelque chose d'irréductible à lui-même. Ce qui changeait en 1914, c'est l'échelle. Mais la notion de guerre, elle, restait à peu près la même. Et l'échelle, on l'a un peu découverte chemin faisant. Et on n'a pas su, en 1914, qu'on déclenchait une guerre mondiale. Ça s'est produit, autrement. C'est après coup qu'on la nomme ainsi. Et aussi, on pouvait toujours se dire qu'il y allait quand même d'une volonté humaine, d'où les pacifistes qui disent on a les moyens politiques de faire en sorte que le pire n'advienne pas. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de tout autre. Le réchauffement climatique, à moins d'être encore très orgueilleux, ce n'est plus une affaire humaine. Bien sûr que l'activité humaine que les capitalistes identifient très pudiquement ainsi, mais qui veut en quelque sorte dire l'activité industrielle, principalement de l'Occident, et des bénéficiaires principaux du capitalisme. Cette activité humaine est bien sûr responsable de la façon dont le système Terre se détraque par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps. Mais cette sortie des gonds du système Terre, aujourd'hui, est autonome et exponentielle. Quand même qu'on se terrerait tous aujourd'hui à manger de la luzerne et avoir une empreinte écologique à peu près nulle, ça continuerait de lui-même parce que le processus est enclenché. Vous avez la fonte des glaciers. Imaginez que cette table est un glacier, elle fond à vue d'œil, elle réfléchit moins. Les rayons solaires. Donc, les espaces océaniques qui sont, eux, grandissants, captent davantage de chaleur, ce qui entretient le phénomène de lui-même jusqu'à ce que le pergélisol, à un moment donné, se fende, libère du méthane qui est naturellement contenu depuis des millions d'années. Et là, on a un gaz à effet de serre plus redoutable encore, et de beaucoup. Et là, vous entrez dans une logique où on perd en fait une Autriche en forêt par année, donc moins de puits de carbone, et le reste, et c'est parti de lui-même. Et d'ailleurs, les tonnes de mètres cubes de CO2 qu'on envoie dans le ciel à chaque année vont avoir leur effet seulement dans 10 ans. Donc déjà, on vit aujourd'hui ce qu'on a généré en 2014. Donc vous voyez que le processus est enclenché. Donc ne pensons pas, comme on pouvait le faire il y a 100 ou 150 ans, que nous sommes aux commandes. Nous subissons le désastre que nous avons organisé et le nous est problématique. Je vais justement te lire, je ponctuerai notre entretien de citations que j'ai relevées dans ton texte qui correspondent. Nous enfonçons inexorablement dans le récit tragique de notre régime. Cela perdurera jusqu'au jour où le réel prendra d'assaut nos sociétés pour leur inculquer ce qu'elle tarde, le sens des limites. La transition énergétique est en réalité une addition énergétique et nous payerons la note. Mais à t'écouter, on se dit que cette note, quelle est-elle cette note? Je veux dire, elle est comme elle est en constante évolution. T'as l'impression que chaque année, chaque mois, chaque jour, tu vas payer l'addition. Et à la fin, à t'écouter, il y a une sorte de tragique, quoi. Qui d'ailleurs peut-être te rend nerveux ou te rend à écrire ce livre. Ça a pas dû je vais pas te poser la question stupide du pessimisme ou de l'optimisme, mais ça plombe quand même le moral. Oui, non. En fait, ce qui nous plombe le plus, c'est d'être orphelin d'objets. Nous n'avons pas d'objets. J'insiste là-dessus. Oui, et c'est la raison pour laquelle, il y a 2 chapitres avant que j'en arrive à une proposition objective. C'est pour montrer la nécessité de se donner un objet pour ne pas choir dans l'angoisse ou l'anxiété. Un objet est quelque chose de structurant.
pour les gens du Moyen Âge, la chrétienté était un objet structurant. Au XVIIIe siècle, la science, la raison est un objet structurant. Un objet, c'est ce sur quoi la pensée porte en tant qu'elle organise l'action. Bon, le socialisme a été un objet structurant. Bon, aujourd'hui, l'écologie politique peine à se donner des objets structurants parce que tout va trop vite. Je veux dire, soyons indulgents, il ne s'agit pas de jeter la pierre. Tout va trop vite, va si vite. Rachel Carson parle des insectes dans les années 60 qui doivent s'adapter à 500 nouveaux produits chimiques par an. Mais nous sommes un peu ces insectes-là. Nous devons nous adapter non seulement à des effectifs produits chimiques qui nous pourrissent la vie, mais sur un plan symbolique, psychologique et intellectuel, à des mutations qui vont tellement vite que nous n'arrivons pas à suivre. Là, je ne parle pas encore de l'informatique et de combien de productions qui nous échappent. Et nous n'arrivons pas à nous donner un objet structurant. Nous sommes complètement éclatés. Et tout ce que lorsqu'on est dans cette situation-là, forcément, on angoisse. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup plus que l'anxiété, l'angoisse est ici le maître mot. L'angoisse concerne des états d'âme douloureux, privés d'objets. Lorsqu'on est angoissé, on a des espèces de bouffées d'affect qui n'ont pas d'objet correspondant. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est angoissé? C'est la pire chose à faire. On cherche des objets de substitution. Ça va être qui? Ça va être la femme voilée, ça va être je ne sais quelle figure publique, ça sera un bouc émissaire qui se servira d'objet pour consoler le sujet qui est dépourvu d'explication quant à son malaise, et ce qui explique énormément de faux débats qui pourrissent la vie publique aujourd'hui et qui sont débusqués grâce à des médias comme celui-ci. Bon, mais pour arriver à s'en sortir, l'intérêt pour l'écologie politique est de concevoir des objets qui sont à la fois lucides et joyeux. Lucides, parce que c'est pas la peine de nous parler de développement durable, de capitalisme vert. Tu parles de hold-up sémantique à un moment donné, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que en réfléchissant sur certification d'objets, tu définis d'abord des tas de faux objets ou de fausses directions vers lesquelles les médias, et les politiques, mais surtout les médias d'ailleurs nous amènent. Tu t'en prends par exemple au développement durable, mais il y en a d'autres. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi le développement durable est un faux objet et pourquoi c'est particulièrement bidon que d'aller dans cette direction-là? Parce qu'on voit bien que ce sont des objets qui ne répondent pas de l'envergure des enjeux. Le développement durable, c'est une réponse déjà de 1987 de la commission Brundtland, commission onusienne portant sur le développement et l'environnement, une réponse en 1987 au rapport Meadows de 1972 du Club de Rome, qui lui parlait de société viable, sustainable society. Et ça, je reviens sur les termes d'origine anglaise parce qu'on va voir qu'ils sont mal traduits. Mais la société viable dont parlait le rapport Meadows, qui s'intitulait Limite à la croissance, faisait du développement l'objet de la pensée. Le développement, c'était l'objet de la critique. On dit, mais en raison du développement, pour ne pas dire à cause du développement, voilà où nous en sommes. Et ce qu'il faut limiter, c'est le développement. Et le tour de passe-passe formidable de ces sémanticiens, idéologues, a été l'air de rien de faire passer le développement du statut d'objet au statut de sujet. Et le développement s'est trouvé en quelque sorte le substantif éventuellement adjectivé, social, humain, durable, et ainsi de suite. Le développement s'est trouvé le sujet de l'histoire. Si vous voulez lutter contre la pollution, la crise écologique, il vous faudra penser le développement d'une façon ou d'une autre. Et ça tombe bien parce que nous, on a le pognon, parce qu'en polluant beaucoup, on s'est fait énormément de capitaux, et c'est nous qui avons aujourd'hui les fonds requis pour générer ces grands parcs de tours éoliennes, cette énergie solaire. Écoutez, les gens de Total, c'est exactement ça. Donc là, vous avez un tour de passe-passe qui consiste à faire passer le développement pour une panacée du moment qu'il est durable, ce qui est un oxymore.